Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Quel bilan pour le tourisme dans le Val d'Oise cet été? Si l'hôtellerie de Roissy a souffert de la baisse de fréquentation des touristes étrangers due aux attentats, certains sites s'en sortent bien, comme le château de la Roche-Guyon ou l'île de loisirs de Cergy-Pontoise qui a battu cette année son record de fréquentation. C'est parti pour les Jeux paralympiques de Rio. 5 Valdoisiens défendront les couleurs de la France dans cette compétition. Portrait de Thomas Bouvet, un plongiste handisport qui espère bien décrocher une médaille. Entretien en fin de journal. Les vacances sont bel et bien finies et l'heure est au bilan touristique. Un bilan pour le moins contrasté dans le Val d'Oise. Les touristes étrangers ont été moins nombreux que l'an passé à venir cet été, freinés par la menace terroriste. Mais certains sites du département tirent malgré tout leur épingle du jeu. Les explications avec Angélique Boilet. C'est un été difficile que viennent de vivre les hôteliers de la zone aéroportuaire de Roissy. Leurs clients étrangers qui prennent le relais sur la clientèle d'affaires l'été ont boudé les chambres de ce secteur. Une baisse que Michel Ourcade, président des hôteliers du Grand Roissy et également directeur de l'hôtel 4 étoiles le Best Western, évalue aux alentours de 20% par rapport à l'année dernière. La peur des attentats fait que tout ce marché asiatique est quand même très sensible à un effet de sécurité. On peut aussi mettre le doigt non pas que sur les attentats, mais aussi sur cette délinquance qui touche un peu toutes ces personnes asiatiques, notamment chinoises, clients dans les hôtels, touristes, qui subissent une délinquance locale. Si la menace terroriste a nettement impacté les hôteliers de Roissy, cela n'a pas été le cas pour tous les sites d'hébergement. Christine Léguevac, directrice des Gîtes de France dans le Val d'Oise, a le sourire. Les Gîtes de France, qui travaillent majoritairement avec une clientèle francophone, enregistrent une bonne saison estivale. Sur juin, juillet, août, en fait, on a fait vraiment des très bons chiffres avec une augmentation de notre clientèle française par rapport à la clientèle étrangère sur cette période. Donc beaucoup de gens ont souhaité venir se mettre au vert aux portes de la capitale, donc en gîte ou en chambre d'hôte ou même en gîte de groupe. Donc on est à plus de 5% par rapport à l'année dernière sur la même période. Côté sites patrimoniaux, le bilan est également contrasté. Le château d'Auvers-sur-Oise, l'un des plus fréquentés du département, subit une baisse de sa fréquentation de l'ordre de 8 à 10% par rapport à l'été dernier. A l'inverse, dans le Vexin, le château de la Roche-Guyon n'a pas souffert d'une baisse de la fréquentation, au contraire, avec une augmentation de 3% par rapport à 2015. Pour Fabrice Côté, directeur de Val d'Oise Tourisme, le département est relativement épargné par rapport à Paris, qui connaît une baisse de la fréquentation touristique sans précédent. On n'a pas du tout la même clientèle que Paris, Intramuros, voire la Petite Couronne, avec une clientèle essentiellement francilienne et française sur le Val d'Oise, ce qui explique le maintien de cette clientèle et de cette fréquentation touristique, à l'inverse de Paris qui a connu une chute assez importante au niveau de la clientèle étrangère, qui n'impacte bien entendu pas forcément de manière aussi conséquente le Val d'Oise. Les équipements de loisirs, eux, terminent l'été sur une bonne note, après un mois de juin difficile dû à de mauvaises conditions climatiques. Le parc d'attractions Adventureland dans le Vexin affiche une fréquentation en hausse par rapport à 2015, plus 13%, tout comme l'île de loisirs de Cergy-Pontoise qui enregistre une fréquentation record. Et parmi les équipements très prisés dans le Val d'Oise cet été, il y en a effectivement un qui a le sourire, c'est l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Après un début de saison difficile à cause de la météo, l'équipement a fait le plein de visiteurs, notamment l'espace baignade. Le point sur cette saison avec Florian Philippe. Le début de saison catastrophique laissait présager du pire. Après des mois de mai et juin très décevants, la faute à une météo capricieuse, le retour du beau temps en juillet et en août a redonné des couleurs à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. L'équipement a joué pleinement son rôle de destination de loisirs pour les franciliens. Ça se traduit par une première période mai-juin qui, à l'inverse, a été assez mauvaise compte tenu de la météo. Une baisse d'environ 40% même sur cette période-là au niveau de la fréquentation. Mais à partir du 15 juillet surtout, avec un record le 17 juillet, où il y a eu 40 000 personnes, dont 11 000 à la baignade ici, pas en instantané, mais en cumulé dans la journée. À partir du 14 juillet jusqu'à maintenant, et on pense jusqu'à la fin de ce mois, et peut-être en septembre, si nous pouvons ouvrir un petit peu les week-ends, on aura à nouveau une année record.
L'espace baignade, témoin de la bonne santé de l'équipement Cergy-Pontin, a enregistré d'excellentes affluences et devrait battre le record de l'année dernière d'ici la fin de la saison, soit 230 000 visiteurs contre 200 000 l'année passée. Des chiffres qui posent des questions pour l'avenir du site. Pour l'instant, on n'a jamais été amené à fermer la baignade, donc il n'y a pas de saturation, mais on arrive à une fréquentation record qu'on ne pourra pas éternellement augmenter. Donc là-dessus, bien évidemment, en termes de baignade, on arrivera bientôt à un maximum qu'on ne peut pas dépasser, sauf à envisager d'autres lieux de baignade. Par contre, sur l'ensemble du reste de l'île de loisirs, on est totalement en capacité de continuer à accueillir énormément de monde. La vraie difficulté, c'est le parking et la fluidité d'accès à nos équipements. Et là, on sait qu'on a encore des progrès à faire. De fortes affluences qui ont amené la direction à fermer le parking saturé à 6 reprises dans l'été. En termes de sécurité, 2 incidents notables les 27 et 28 août avec l'incursion de 70 jeunes venus en découdre avec les agents sur place et la noyade d'un jeune dans un espace interdit à la baignade. L'année prochaine, l'île devrait renforcer son dispositif avec la présence d'agents de sécurité de sociétés privées. En bref, maintenant, une bonne nouvelle pour les opposants au projet de ligne de fret ferroviaire qui doit relier la Normandie à Paris en passant par le Val d'Oise. Le vice-président de la région Île-de-France en charge des transports a annoncé que la collectivité ne soutiendrait pas ce projet. C'est une étape importante pour les opposants au fret ferroviaire qui doit faire passer 25 trains de fret chaque jour dans le Val d'Oise. Le Conseil régional d'Île-de-France était l'un des possibles financeurs du projet. Coup d'envoi des Jeux paralympiques ce mercredi à Rio. 126 athlètes représenteront la France, dont 5 valdoisiens. Parmi eux, le pongiste Thomas Bouvet, numéro 3 mondial, qui espère bien décrocher une médaille. Et avant de partir à Rio, le sportif nous a accordé un entretien. Angélique Boilet. Thomas Bouvet, bonjour. Bonjour. Alors, on aborde un petit peu votre handicap. Vous êtes atteint de nanisme, donc c'est un ralentissement de la croissance biologique. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à la pratique du tennis de table ? Donc déjà dès le début, quand j'en faisais donc à l'école et au club de Saint-Brice-sous-Forêt, il y a mon père qui est dans le jardin, donc forcément j'étais encore plus petit, et en fait il avait creusé la terre en fait pour que d'un côté la terre soit surélevée et que moi je puisse jouer et que la table de l'autre côté pour une personne de taille normale, elle soit à sa taille en fait. Il avait fait un creux et pour que je puisse apprendre à jouer naturellement et donc plus j'ai grandi et plus ça rapetissait et donc à la fin pour jouer sur la table normale et donc voilà, sinon il n'y a pas forcément eu d'adaptation. J'ai toujours voulu être considéré comme une personne de taille normale, notamment dans le tennis de table à Saint-Brice, dans le Val d'Oise ou ailleurs. J'ai jamais eu de problème lié à mon handicap que je pouvais rencontrer donc au collège. Les entraîneurs m'ont toujours considéré comme un joueur voilà, sans handicap. S'il y avait des exercices physiques, des punitions à faire pour X raisons, je les faisais comme tout le monde. Et d'ailleurs, dans votre club à Aubonne, vous vous entraînez et vous jouez en compétition avec des valides. Ouais. C'est important pour vous, pour l'image aussi qu'on peut avoir du handicap, de montrer qu'on peut jouer avec des valides ? Pour moi, oui. Pour moi, c'est important. Et puis même pour travailler, pour progresser, si je ne m'entraînais pas avec les valides, je ne sais pas ce que je ferais. Et ce serait impossible de m'entraîner. Bon, après, forcément, ils vont essayer de jouer sur mon handicap. Si je leur pose des problèmes, ils vont essayer de faire des balles plus courtes dans mon coup droit, etc. Donc, d'un côté, c'est bien. Ça veut dire qu'ils me craignent et ils vont essayer de jouer sur mon handicap pour pouvoir gagner. Mais ouais, je pense que c'est important, même pour tout athlète ou sportif qui a un handicap, même peu importe le niveau, c'est important qu'il joue dans le milieu dit valide. Comment est-ce que vous gérez au quotidien cette difficulté dans la pratique du tennis de table ? J'essaie d'adapter mon jeu à mon handicap. J'essaie de rester le plus souvent près de la table, à jouer les balles au rebond, à me servir de la vitesse de l'autre joueur au niveau des effets et à essayer aussi de varier mes coups, de surprendre, de prendre un contre-pied. Je vais pas être le joueur à 5 mètres de la table qui envoie des pralines, comme on dit, et qui envoie des grosses balles. Vous vous apprêtez à vivre vos 2e Jeux paralympiques. L'objectif est, j'imagine, de ramener une médaille et faire mieux qu'à Londres en 2012 où vous étiez arrêté en quart de finale ? Oui, c'est ça. Je vais essayer de faire mieux. Après, d'abord, premier objectif, c'est de gagner mon premier match. C'est pas un manque d'objectifs, mais tous les matchs au jeu sont difficiles, sont compliqués, même contre un joueur moins bien classé.
Et bien sûr, mon rêve, c'est de repartir avec une médaille. Mais je me concentre d'abord sur mon premier match et puis après, je verrai après. Thomas Bouvet, merci et on vous souhaite bonne chance pour ces Jeux paralympiques de Rio. Merci, c'est gentil. Merci. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Quel bilan pour le tourisme dans le Val d'Oise cet été si l'hôtellerie de Roissy a souffert de la baisse de la fréquentation des touristes étrangers due aux attentats? Certains sites s'en sortent bien, comme le château de La Roche-Guyon ou l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, qui a battu cette année son record de fréquentation. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Avec ses jardins à l'italienne, le château d'Ambleville distille un doux parfum d'Italie au cœur du Vexin français. Ancienne forteresse médiévale, il est transformé en château de style Renaissance au XVIe siècle par la famille de Mornay. Louis, le plus connu de la famille, fut surtout célèbre pour ses conquêtes amoureuses. Il sera l'amant de Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi Soleil. Nommée marquise, elle séjournera à Ambleville avec les enfants illégitimes du roi. 2 siècles plus tard, c'est une autre marquise, celle de Villefranche, qui rachète le château. Inspirée par une villa de Florence, elle redessine les jardins pour en faire de magnifiques terrasses à l'italienne. C'est un jardin typiquement italien. Le jardin italien est un jardin qui est structuré, qui est formel. Vous devez, au fur et à mesure où vous vous promenez, vous devez découvrir des choses. Vous avez des marches, vous avez une surprise à chaque chose. Et c'est un jardin donc, qui est vert, il y a très peu de fleurs. Et le tout, donc, ce sont des taupières, des choses qui sont taillées pour leur donner des formes et des pièces d'eau. L'eau, évidemment, qui est tout à fait nécessaire dans les jardins. Les décorations intérieures du château sont elles aussi remarquables. Tapisserie, plafond peint, salon en cuir et aussi quelques meubles somptueux en ébène. C'est un meuble donc, qui est d'une inspiration italienne au départ. Et quand vous arriviez dans un palais italien, la façade est très austère, et quand vous rentrez à l'intérieur, toute la richesse se montre. Eh bien, le cabinet, s'il est fermé, c'est très austère, et dès que vous l'ouvrez, vous avez tout un côté somptueux qui plaît. C'est du palissandre, vous avez du bois de rose, de l'ébène en noir, en blanc, c'est de l'ivoire, vert, c'est de l'ivoire qui est teinté en vert, et le noir, donc, évidemment, c'est de l'ébène. Propriété privée, le château d'Ambleville appartient à la famille Couteau-Bégary depuis 2003. Si l'achat d'un château nécessite d'abord un gros investissement financier, c'est avant tout une histoire de passion. Car l'entretien d'un tel domaine n'est pas un long fleuve tranquille. Un château comme ça, donc, c'est 2300 mètres carrés. Et vous avez, donc, on va dire, d'une façon très très lucide, c'est des emmerdements en permanence. Et je ne plaisante pas. Depuis 10 ans, nous ne faisons que des travaux. Que ça, que ça, que ça. C'est un bonheur de tous les instants, comme on disait tout à l'heure, des embêtements en permanence. Mais voilà, mais quand on aime, on ne compte pas. Olivier Couteau-Bégary est un homme passionné et passionnant. Il assure aussi les visites. Alors n'hésitez pas à venir l'écouter parler de son château. Cette visite vous offrira un pur moment de détente aux accents de Toscane et d'Italie.